7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines. Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Comme chaque vendredi, nous parlons d'éducation dans l'émission. Et aujourd'hui, un sujet exaltant avec un nom barbare. Nous allons parler des MOOC, les Massive Online Open Courses. Ça veut dire des cours en partie gratuits, en libre accès sur Internet, issus souvent des plus grandes universités internationales. Tout a commencé en Amérique du Nord il y a plusieurs années, mais le succès, c'est vrai, est fulgurant partout dans le monde. Alors, où que vous soyez, c'est vrai que maintenant, vous pouvez suivre un cours sur à peu près n'importe quoi, au top niveau, et échanger avec des étudiants du monde entier. Pour l'Afrique, le bénéfice potentiel apparaît crucial pour combler les carences des universités, les carences en documentation, en professeurs. Mais que vaut cet apprentissage en ligne sur un CV pour trouver un emploi? Vous pouvez bien sûr nous appeler dès maintenant pour dialoguer, questionner nos invités spécialistes des MOOC, apporter votre témoignage. Si par exemple vous avez suivi un MOOC, où que vous soyez dans le monde, si vous êtes étudiant inscrit dans une université et parallèlement vous suivez un MOOC, surtout vous nous appelez. Le savoir à portée de clic, bien que ça ne soit pas si simple que cela. 33 1 84 22 71 71. Et pour dialoguer avec vous, j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio de 7 milliards Annick Suser-Weiner. Bonjour. Bonjour. Vous êtes physicienne de formation. C'est bien d'avoir une scientifique pour parler de ces nouvelles technologies, et vous êtes une des spécialistes des MOOC à l'Agence universitaire de la francophonie, l'AUF. La plateforme française d'ailleurs Fun fête ses 1 an d'existence ces jours-ci. Ça regroupe des MOOC en langue française, et on sait que la demande de cours en ligne en langue française ne cesse d'augmenter. Nous serons également en ligne avec l'Université de Yaoundé 1, avec l'École Polytechnique de Lausanne, et également un spécialiste de l'enseignement des langues qui estime lui que pour apprendre les langues, les MOOC, ça ne marche pas. Je vous lis quelques messages qui nous sont parvenus sur notre fil Facebook. Pam, une voisine de Cotonou, au Bénin, nous dit « Moi, je viens de m'inscrire à un MOOC par désir d'apprendre quelque chose de nouveau. J'en entendais parler depuis 1 an en parcourant les sites. Je tombe sur un module qui m'a intéressé. Pourquoi ne pas essayer, même si la connexion Internet n'est pas très bonne à Cotonou ? Ce que je trouve positif, nous dit Pam, sans avoir expérimenté vraiment le contenu du module, c'est que je ne me vois pas obligée de m'asseoir dans un amphithéâtre ou dans une salle de classe avec des contraintes horaires à respecter, et surtout, c'est sur une courte durée. Voilà, peut-être qu'elle est mère de famille, peut-être qu'elle n'a pas le temps de retourner sur les bancs de l'université. Binti, à Dakar, au Sénégal. Moi, je pense que les cours sont mieux compris en classe qu'en ligne. Personnellement, les cours en ligne ne me donnent aucune motivation. Au contraire, cela accentue ma paresse. Kenana, Bamako, au Mali. Je crois qu'avec le chômage et le nombre élevé de jeunes diplômés en quête d'emploi, avoir des compétences complémentaires peut réellement faire la différence. Il y a aussi un message de Jean-Claude à Bujumbura, au Burundi. Personnellement, nous dit Jean-Claude, j'ai étudié un programme de maîtrise à l'université de Nantes pour seulement 1 000 €. Je devais faire partie du même programme. Si j'avais fait partie de ce même programme, mais en présentiel, c'est-à-dire en me rendant physiquement à Nantes, j'aurais évidemment abandonné parce que je ne pouvais pas payer ces cours-là. Dans ce monde, avec des ressources financières limitées, les programmes en ligne constituent une alternative. Voilà, c'est bien un témoignage qui vient d'un universitaire africain. De plus, ce programme permet d'étudier tout en continuant à garder un travail parallèlement. Étudier la nuit, travailler le jour. Faut avoir de la santé quand même. Jacques à Lubumbashi, en République démocratique du Congo, nous dit que lui, ce qui le bloque, c'est le problème de connexion Internet. On a une mauvaise connexion en République démocratique du Congo, et donc ça ne nous permet pas d'être disponible pour étudier via les MOOC. Ou encore Swadri, qui est à Moroni, chez nous aux Comores, nous dit Swadri. Là aussi, le problème, c'est l'électricité qui manque totalement et la connexion très chère. 1 méga égale 40 € par mois. Voilà. Appelez-nous pour nous faire part de vos difficultés si vous vous lancez dans l'aventure des MOOC et des études en ligne. 33 1 84 22 71 71. Mais tout de suite, écoutez le témoignage de Valentin. 21 ans, il est étudiant à Paris, et il y a 1 an, il a découvert les MOOC, et depuis, il est devenu complètement accro. Il a suivi une 30aine de cours en ligne grâce aux plateformes américaines Coursera et EDX, mais également grâce aussi à la toute nouvelle plateforme française Fun. Décryptage avec lui au micro d'Alice Milo. I'm John Kovacs, and I'm professor of music and director of the Institute for Popular Music here at the University of Rochester. I'm teaching the course on the history of rock music on Coursera. Là, c'est un cours sur l'histoire du rock en 2 parties de l'université de Rochester aux États-Unis.
proposées sur la plateforme Coursera. Il y a en moyenne 1h30 de vidéos par semaine et il durait 8 semaines. Je suis étudiant en Master 1 à Paris-Sorbonne en musicologie. J'avais des petites lacunes en histoire de la musique populaire. Je suis plutôt spécialisé musique classique. Moi, j'aimerais devenir chef d'orchestre plus tard. Alors concrètement, ce sont des vidéos. Principalement des vidéos. On voit l'enseignant en fait face caméra qui donne son cours. Dans la plupart des cas, c'est vraiment des cours conçus exprès pour le MOOC. Vous montrez comment ça marche ? Là, il y a 835 MOOC dans plusieurs langues. Alors, ils sont principalement en anglais. Un cours sur la mythologie grecque, un cours sur les fondements de la théorie de la musique de l'université d'Édimbourg, vraiment très très intéressant. Un cours sur la Révolution française fait par l'université de Melbourne. En Australie. Oui. À l'origine, c'était des cours magistraux séparés en plusieurs unités et ça peut se faire encore. Par exemple, l'excellent cours Espace mondial. La mondialisation, c'est d'abord la mondialité, c'est-à-dire le fait que notre espace soit maintenant un espace total, général, incluant tout le monde. Voilà, donc le cours Espace mondial de Bertrand Badin, c'était vraiment le cours donné aux étudiants de Sciences Po au cours de l'année. Donc vous suiviez exactement le même cours que les étudiants qui étaient en face de lui dans l'amphithéâtre. En différé de 2 mois, mais exactement le même cours. Mais ça ne veut pas dire, en ayant l'attestation de ce cours, qu'on peut se prévaloir d'un diplôme de Sciences Po, pas du tout. Pour contrôler l'apprentissage, il y a sur quasiment tous les cours des quiz, des QCM, et il peut également y avoir des devoirs, entre guillemets, écrits, qui seront évalués par les autres étudiants. Il y a un barème général qui est établi au début, il nous permet, si on l'a atteint à la fin, de recevoir un certificat qu'on a suivi le cours en entier. Mais ce n'est pas un diplôme, il n'est pour l'instant pas du tout reconnu. En revanche, aux États-Unis, ça commence à devenir de plus en plus connu et les recruteurs s'y intéressent. Vous, dans le cadre d'un entretien d'embauche, vous verriez mettre en valeur le fait que vous avez suivi des MOOC en anglais de différentes universités ? Potentiellement, oui. Pouvoir dire qu'on a suivi un cours de Harvard, Yale, Stanford, le MIT, c'est quand même très très prestigieux. Quand on peut dire j'ai suivi un cours de Harvard, c'est chouette, je trouve. Le mieux dans tout ça, c'est que vous pourrez directement appliquer les conseils de la communauté pour améliorer vos propres projets ou associations. Inscrivez-vous vite au MOOC. Annick Suzan-Weiner de l'Agence universitaire de la francophonie, apprendre la Révolution française par une université australienne, c'est vrai que ça peut sembler tout de même assez incongru, non ? C'est un peu surprenant, mais ça peut être aussi un point de vue intéressant. Mais bon, c'est un petit peu à nous aussi de fournir d'autres sources à ces apprenants. Alors, on comprend à peu près comment marche le MOOC. On a un prof qui est filmé, il y a parfois des animations qui se rajoutent, des schémas, des tableaux qui peuvent se rajouter pour certains cours, et donc être assez sophistiqués. Mais ça reste finalement un enseignement assez classique, sauf que c'est via l'ordinateur, via Internet. Encore faut-il trouver le cours que l'on recherche. Et là, il y a plusieurs grandes familles de MOOC, plusieurs plateformes. C'est comme ça qu'on dit ? C'est comme ça qu'on dit. Alors, on va trouver les MOOC non pas directement sur la plateforme, mais sur des portails qui vont orienter. D'accord. Et il y a bien sûr les grandes plateformes, portails et plateformes dont on a parlé, Coursera aux États-Unis qui était une des premières, edX sur la côte est, mais qui est moins privé que Coursera. Des universités américaines en anglais. Harvard, MIT et Berkeley. Et puis il y a aussi alors si vous voulez, ces grandes plateformes américaines se sont lancées les premières pour des raisons bien à elles, c'est-à-dire le coût de leurs instructions, qui est quand même astronomique. Donc on s'était un peu offrir il y avait un besoin d'alternative, et aussi pour pouvoir repérer les talents dans le monde entier, puisque les Américains basent leur futur sur l'innovation, et l'innovation, il faut la faire. Alors, en ce qui concerne les plateformes en langue française, il y a la toute nouvelle plateforme française qui s'appelle Fun,
Voilà. Alors, à laquelle l'agence universitaire de la francophonie... Enfin, nous avons une convention avec elle, nous travaillons avec elle, c'est pas qu'avec elle, mais... Alors, qui évidemment est une plateforme qui offre beaucoup moins de MOOC que les plateformes anglo-saxonnes. Absolument, puisque si on compare, il y a 835 sur Coursera et on en est à 50-60 sur Fun. C'est ça, mais on n'est pas dans la même bien démarrer, on démarre et l'audience augmente quotidiennement, je dirais. Et puis il y a aussi d'autres familles. Il y a la fameuse Khan Academy, où ce sont plutôt des programmes assez basiques, plutôt pour l'école primaire, secondaire. Il y a Allison aussi, ça c'est un Irlandais qui a fondé ça en 2007, qui est une plateforme qui marche très très bien en Afrique. Nous sommes en ligne avec Dimitrios Noukakis, qui est directeur du programme MOOC pour l'Afrique à l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Bonjour Monsieur Noukakis. Bonjour. Alors c'est vrai qu'à l'école polytechnique de Lausanne, qui est célèbre dans le monde entier, cette école suisse, vous avez compris peut-être avant les autres universités francophones les attentes immenses des étudiants africains. Tout à fait. Nous avons commencé déjà en 2012 notre programme avec les MOOC et assez rapidement, à travers les différents réseaux académiques qu'on a en Afrique, on a réalisé qu'il y avait un grand potentiel, en fait une grande attente aussi de la part de nos partenaires pour avoir accès à du matériel éducatif numérique. Aujourd'hui, combien d'apprenants africains suivent vos MOOC de l'école polytechnique de Lausanne ? Alors, sur un ensemble en général, tous les cours qu'on a mis en place, on a un ensemble de 700 000 participants. De cela, 42 000 viennent d'Afrique en général. Un gros tiers, donc à peu près 14 000 participants viennent de l'Afrique subsaharienne. Et principalement, alors les pays qui tirent la demande aujourd'hui en Afrique subsaharienne, quels sont-ils ? Là, on a commencé déjà à faire les partenariats académiques, à faire la promotion de ces concepts, donc que ce soit au Cameroun, au Sénégal, en Côte d'Ivoire principalement, mais pas seulement. Donc pratiquement toute la sous-région est en train de suivre ces cours. On l'a vu d'ailleurs à la lumière des messages que j'ai lus postés sur Facebook. Les villes des voisins qui nous postaient des messages étaient extrêmement diverses. Alors nos auditeurs en Afrique comprennent bien comment les MOOC peuvent combler les lacunes des universités africaines, manque de documentation, professeurs insuffisamment formés. Néanmoins, quels sont, vous, en Suisse, les problèmes que vous rencontrez pour mettre en œuvre ces programmes avec les universités africaines pour concevoir des MOOC ? Alors, pour concevoir et pour diffuser, pour commencer, peut-être, tout d'abord, on a fait, à l'EPFL, nous avons produit un certain nombre de MOOC. Il me semble qu'on a à peu près entre 16 et 20 actuellement qui sont d'intérêt direct pour l'Afrique, la plupart en français d'ailleurs. Par exemple, le MOOC qui cartonne, là, en Afrique subsaharienne, quel est-il ? Peut-être je vous pose une colle, mais ce sont des formations très technologiques avec votre école. On ne veut pas entrer dans la compétition des professeurs qui a plus d'inscrits, mais on a des cours, par exemple, sur les microcontrôleurs, sur les villes africaines, un cours d'urbanisme qui a aussi beaucoup de succès. C'est vraiment des cours spécialisés plutôt qui marchent très bien actuellement. Donc il y a énormément d'intérêt. Si on considère les problèmes qui se posent pour la diffusion déjà des cours, on bute tout de suite sur la problématique de la connectivité en Afrique. C'est des cours en ligne, donc il faut déjà que les gens puissent avoir un bon accès à Internet pour suivre ces cours. Donc ça, c'est une première problématique. Lorsque nous avons commencé en 2013 avec un premier partenariat avec l'Université de Yaoundé, la connectivité n'étant pas très bonne, on a dû pratiquement envoyer des vidéos sur des DVD ou des clés mémoire pour que les gens puissent accéder à ces vidéos. Par la suite, ils pouvaient se connecter plus facilement pour faire les travaux, pour aller au forum, etc. Mais là, il y avait un petit souci, et ce souci existe encore, en fait. Donc un problème de connectivité, et je dirais aussi un problème de mentalité, un problème de la façon d'utiliser Internet dans l'éducation ou dans l'enseignement supérieur en général. C'est-à-dire du moment les gens ils n'ont pas encore l'habitude d'utiliser Internet, d'utiliser tout le matériel éducatif numérique qui existe, d'une part, parce qu'il faut être connecté pour apprendre à l'utiliser. Et puis d'autre part, le matériel
qui existait déjà avant les MOOC, ce n'était peut-être pas tout à fait approprié pour l'utilisation qu'ils aimeraient en faire. Donc on avait des formations complètes sur pratiquement une transcription de ce qu'il y avait sur papier électronique. Oui. Les gens pouvaient suivre. Vous dites qu'un bon MOOC, il faut penser les choses autrement, c'est ça. Il faut être. Exactement. Donc du moment, ces MOOC, c'est vraiment ils sont scénarisés différemment. Ils offrent une certaine flexibilité pour que les gens puissent prendre peut-être pas tout, mais en partie un cours, ils puissent les utiliser pour accompagner les étudiants, les apprenants dans leur apprentissage. Donc ça offre différentes possibilités qui n'existaient pas il y a quelques années en arrière. Un exemple de réussite où vous parvenez à travailler avec des enseignants dans une université ou dans un campus africain où ça marche bien et où les étudiants africains sont satisfaits de cette collaboration Nord-Sud? Alors, je vais précisément vous parler de Yaoundé, de l'école polytechnique supérieure nationale polytechnique de Yaoundé, j'essaie de le dire juste. On a un partenariat qui date déjà d'il y a longtemps, mais par rapport aux MOOC, ça fait bientôt 3 semestres que les enseignants utilisent des MOOC. Des MOOC sur l'informatique, par exemple, la programmation, initiation à la programmation orientée objet, ou les cours sur le microcontrôleur. Il y a des enseignants qui sont sur place, qui ont intégré ces matériels pédagogiques dans leur enseignement, et les étudiants suivent ces cours. En mode, je dirais, hybride, donc une partie en ligne et une partie en présentiel. C'est ça, parce qu'il faut dire que typiquement sur un cours comme ça, sur les microcontrôleurs, c'est de la programmation électronique, l'Afrique manque de professeurs spécialisés dans ce domaine-là précisément. Voilà, donc je dirais, c'est un exemple, c'est un cours, les microcontrôleurs, mais il y a pas mal quand même d'autres cours, surtout techniques, d'ingénierie, surtout si on parle maintenant des spécialisations, où il y a un besoin de donner des cours, de donner accès à des cours qui sont à jour, en fait. Ouais. Et alors, vous avez aussi des enseignants africains d'universités africaines qui viennent chez vous à l'école polytechnique de Lausanne pour enregistrer leur MOOC, et là, vous travaillez ensemble et qui repartent et le MOOC est mis en ligne. Nous avons tout un programme de co-développement de MOOC avec des partenaires de notre réseau Récif, qui inclut des universités africaines, où on commence par leur donner une formation sur la pédagogie qui est autour des MOOC, sur l'utilisation, et puis on les invite ici à l'EPFL pour avoir ce type de formation et commencer à enregistrer, apprendre comment enregistrer ces matériels en ligne, pour les mettre par la suite en ligne. Donc ça, c'est une première étape. On a déjà commencé il y a plus de 2 ans pratiquement ce type de formation. Nous recevons régulièrement des équipes en fait d'Afrique à l'EPFL. Pour vous, le plus important là dans les années à venir pour que les MOOC deviennent vraiment opérationnels dans les universités africaines, qu'est-ce que c'est ? Alors de montrer des exemples de bonnes pratiques, de monter des collaborations avec des universités phares en Afrique qui s'engagent dans le processus et qui montrent comment ça peut bien fonctionner. Donc faire quelques cas d'école pour pouvoir les montrer, pour motiver les gens de faire les pas vers cet éducatif numérique à l'aide des MOOC. Merci. Je pense que c'est vraiment le point crucial pour aider nos amis universitaires. Voilà, et vous allez continuer à croître vous aussi, donc avec énormément d'étudiants africains qui suivent les MOOC de l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Merci infiniment pour votre participation, Dimitrios Noukakis. Vous étiez à Lausanne en direct chez 7 milliards de voisins, 33 1 84 20. Alors un autre problème qui est soulevé, qui est intéressant par Arnaud Portanelli et par d'autres internautes sur notre fil Facebook, c'est finalement on a l'impression qu'il faut déjà être quand même très avancé dans ses études pour pouvoir vraiment profiter des MOOC. Je vous lis aussi le témoignage de Waris qui est apparemment au Sénégal et qui attire notre attention sur l'université virtuelle du Sénégal qui a été lancée il y a très peu de temps, il y a quelques mois. Elle nous dit c'est pas la joie pour les étudiants. Je connais 2 étudiants orientés là-bas. C'est donc la 6e université du Sénégal qui a été créée mais qui est virtuelle. Et elle nous dit 2 étudiants orientés là-bas qui savent même pas utiliser l'ordinateur. Je pense que les MOOC ne sont pas une bonne idée dans nos pays. En tout cas, pas avant le master. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cela, d'avoir des bacheliers qui débarquent sur de l'université en ligne? Alors pour ça, il faut pas être figé dans le temps.
Le témoignage est parfaitement justifié, mais les choses peuvent changer. Et nous avons en particulier les pays comme on dit, en sortie de crise. Nous sommes par exemple, je prends un exemple, le Mali. Le Mali, on a, avec l'aide de la France, mais surtout avec les ministères à la fois de l'enseignement supérieur et des communications maliens, vient d'être inauguré ce qu'on appelle aussi une université numérique. En fait, c'est juste quelques projets numériques, en complémentaire du présentiel. Je prends l'exemple d'un IUT, ce qu'on pourrait appeler une école d'agroalimentaire à Gao, au nord Mali, d'accord? Et donc de Bamako, on est arrivé grâce d'ailleurs à Orange Télécom, Mali, à connecter Gao à Bamako. Le cours est dispensé de Bamako en MOOC, donc d'autres peuvent le suivre, mais là il est dirigé vers ces jeunes qui font leur stage à Gao. Donc ils ne bougent pas, ils font tout leur stage, leur pratique sur place, et ils ont le cours théorique depuis. Alors là c'est un niveau UT, donc c'est des débutants. Donc mais il y a un encadrement. Voilà, donc vous voyez, c'est du mixte entre électronique et présentiel. Vous nous appelez les auditeurs au 33 1 84 22 71 71. Comment utiliser les MOOC? Quelle est cette révolution en marche, pas seulement dans l'enseignement supérieur? Nous prenons vos appels. Nous sommes en ligne avec Amadou, 29 ans, qui est à Bambey, à l'ouest du Sénégal. Bonjour Amadou. Bonjour Emmanuel Bastide. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Alors, vous savez, au Sénégal, on a institué les cours à distance, le concept des cours à distance, depuis janvier 2014. Et ceci a pris le nom de l'UVS, l'Université virtuelle sénégalaise. Mais ce concept d'UVS a rencontré beaucoup de problèmes. Et l'un des problèmes majeurs qui constitue cela, c'est l'Internet. Parce que ici, pour avoir une Internet, ou plutôt un Internet assez stable, il y a ce que l'on appelle le FAI, le fournisseur d'accès Internet, c'est Sonatel ou bien Orange. Il faut avoir un Internet stable par le biais de l'ADSL, Asymmetric Digital Subscriber Line. Et par exemple, je vous donne un exemple. Moi, je suis de Bambey, à 120 km à l'est de Dakar. Mais à Bambey, il y a une université, parce que ça fait partie des 5 universités publiques du Sénégal. Mais ici, par exemple, l'université se trouve à 3 km de la ville. Mais les étudiants, lorsqu'ils veulent faire, par exemple, des recherches, ou bien dans leur cours, ou bien leur projet, ils sont obligés de se déplacer jusqu'à l'université pour simplement faire des recherches ou bien faire des projets. Vous voulez dire pour bénéficier de la connexion? Exactement. Ils ne peuvent pas bénéficier de la connexion. Parce que ça coûte très cher ici, la connexion Internet. Donc la 6e université virtuelle qui était destinée à désengorger les universités présentielles, là les étudiants se retrouvent à aller physiquement à l'université de Bambey sur le campus pour suivre des cours de l'université virtuelle. Est-ce que j'ai bien compris? Exactement. C'est-à-dire que l'université virtuelle qui était destinée à faire des cours à distance, c'est-à-dire rester chez eux, on leur donne par exemple des clés de connexion Internet avec lesquelles ils pourraient se connecter. Ils se déplacent maintenant pour aller dans le site universitaire pour pouvoir faire leurs cours. Et par exemple, je vous donne un exemple. Imaginez, ils ont des professeurs qui sont à Dakar, par exemple. Ces professeurs donnent là-bas des cours. Par exemple, ils ont cours dans la soirée à 15h. Oui. Ils pourraient rester là-bas à Dakar, par exemple, avec le flux d'une connexion Internet bien fait. Ils dispensent les cours à distance à travers l'Internet. Mais ces professeurs, après avoir fait le cours à Dakar, ils quittent Dakar avec toutes les conditions pénibles du voyage. Ils viennent parfois même en retard pour pouvoir donner des cours. Le système n'est pas encore optimisé. Merci beaucoup Amadou pour ce témoignage. Je voudrais maintenant qu'on parle vraiment de la valeur des MOOC, parce qu'on a bien compris qu'on peut se cultiver, qu'on peut apprendre de façon extraordinaire via ces cours en ligne. Mais qu'est-ce qu'on obtient? Des certificats, des diplômes? Comment ça marche sur le marché de l'emploi? On est en ligne avec un auditeur qui veut évoquer ces questions-là. Eric, éducateur, 42 ans à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Bonjour Eric.